Voilà, l'épisode 420. Je fais comme s'il était déjà fini, mais il ne fait que commencer, donc profitez-en, ça commence dès maintenant. Épisode 420, on essaie toujours d'avoir un petit rapport avec les différentes erreurs. On a parlé de l'erreur 418, on n'a pas parlé de l'erreur 419, tiens, il me semble. 420, c'est pas une erreur, Sébastien, Il y en a pas. Il y en a non, pas. La 419, c'était page expirée, mais la 20, depuis... Voilà, c'est ça, expiré, donc du coup, c'est bon. Vous avez entendu, voilà. C'est Sébastien, à ma droite et à ma gauche, nous avons David. Décidément, ce duo-là est indécollable. On l'a remarqué dans le planning, c'est un peu le hasard, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Quand ils ont du temps tous les deux, on les retrouve dans les mêmes épisodes. Autant vous dire qu'on va parler informatique dans cet épisode avec ces deux lascars. D'ailleurs, le dossier, la seconde partie d'épisode, sera consacrée au processeur qui, comme je l'ai titré, peut-être redéfinit l'avenir de l'informatique. On verra si c'est le cas ou pas. Ce processeur RISC-V dont on vous parle régulièrement dans des épisodes suite à des actus, parce qu'il y a des actus régulières à propos de ce processeur ou d'appareils qui utilisent ce processeur. Et puis on oublie de temps en temps de rappeler de quoi il s'agit et où tout ça va. Mes deux petits camarades vont vous expliquer tout ça, je vous le disais, en seconde partie, puisqu'il y a une première partie consacrée à l'actualité technologique que nous vous détaillons en quelque sorte sous forme d'abécédaire. Et là aussi, ce sont ces deux lascars, moi je fais rien en fait, ce sont ces deux garnements qui ont choisi de vous parler de quelques news différentes et variées qui n'ont peut-être aucun rapport avec ce que la presse technologique vous sert de manière générale. C'est comme ça qu'on considère que nous, on joue la complémentarité avec nos petits camarades de l'extérieur, les concurrents ou les collègues ou les confrères, etc., etc. Tu as levé le doigt très scolairement, oui, Sébastien, pourquoi dire? Ouais, t'as vu, je suis resté à l'école. Alors j'ai un truc sérieux et moins. Le premier, c'est attention, c'est pas un processeur, c'est une archi. Il y a plein de processeurs. Donc oui, c'est juste. Mais si on dit le processeur, mais oui. Donc c'est bien la preuve que c'est nécessaire d'en faire un dossier. C'est nécessaire d'en parler. Voilà. Le deuxième, c'est que j'aimerais que, puisqu'on a une star avec nous, qu'il fasse ses sujets en rappant. Oui, parce qu'il y a une espèce de ressemblance, il est en train, une sorte de mutation, ou une mue, si vous préférez, parce que David ressemble de plus en plus à Eminem. Voilà, on dit ça, on dit rien. C'est pas pour faire du teasing, pour vous inciter à aller regarder la vidéo absolument sur YouTube, quoique. mais voilà, autant que vous le sachiez, il y a de la blondeur, il y a du bleu dans les yeux, il y a quelque chose, et il y a tout sauf le rap, pour l'instant en tout cas. Voilà. Donc ça viendra peut-être. J'ai la gorge qui rappe. Ah, d'accord, ok. Écoutez, si vous le voulez bien, on va pas trop traîner, on va y aller tout de suite avec la lettre A comme Apple, et c'est David qui s'y colle pour parler de M3. Troisième génération d'une famille de puces Silicon. Apple Silicon, c'était l'annonce de cette semaine lors d'une keynote nocturne, pour une fois, en tout cas en ce qui nous concerne. Oui, c'est bien ça, lors d'un event qui s'appelait Scary Fast, ce qui veut dire quelque chose qui fait peur et qui est rapide. D'accord. Donc Apple a introduit les 3 nouvelles puces, les M3, M3 Pro, M3 Max, qui sont basées sur une technologie de production en 3 nanomètres. On parle de 8 cœurs pour la version de base, 4 cœurs efficaces, 4 cœurs rapides, comme efficace et performant, comme c'est un peu la tradition maintenant chez Intel et les autres. On parle de 10 cœurs GPU, on parle de la M3 Pro qui serait entre 12 et 14 cœurs CPU, 18 à 20 GPU, et le M3 Max qui est la version la plus élevée qui aurait jusqu'à 16 cœurs CPU et 40 cœurs GPU. Alors, une grosse amélioration apparemment va être au niveau de l'efficacité, où on parle de 30 à 50% d'efficacité supérieure à performance égale par rapport à la génération M1. Je n'ai pas vu la comparaison par rapport à la M2, c'était par rapport à la M1.
On avait parlé il y a quelques épisodes de podcast que le M2 avait été un petit peu castré du point de vue GPU, du point de vue ray tracing et tout ça. Apparemment, tout ça est bien réparé ici et toutes les fonctionnalités sont bien au rendez-vous. Donc voilà, Apple a également annoncé des nouveaux appareils qui utiliseront ces processeurs, dont un MacBook Pro 14 pouces qui commencerait à $1 599, une version 16 pouces à $2 499, une version desktop, un iMac desktop qui commencerait lui à $1 299. Bon, j'imagine qu'entre dollars et euros, c'est à peu près la même chose. En général, il y a les prix en dollars sont en général taxes non comprises. Donc c'est pour ça que le prix en euros est légèrement plus élevé parce que en Europe, on donne des prix TVA comprises. C'est une raison pour laquelle beaucoup de gens se posent la question, pourquoi est-ce que le prix annoncé en dollars alors que la parité, l'euro est un peu plus haut que le dollar, pourquoi est-ce que c'est quand même plus cher en euros? La raison, c'est la TVA. D'accord, ok. Ouais. Décidément, un processeur, ou en tout cas une génération par an, pour l'instant, chez Apple, parce que le M1 avait été annoncé, si je dis pas de bêtises, en 2020. Est-ce qu'on a déjà des effets d'annonce ou on sait déjà quelle va être la suite de cette génération, de cette famille de processeurs chez Apple, ou pas du tout? Pour l'instant, on se contente de ce qu'on a, on se dit c'est déjà très bien, parce qu'avec ça, on va pouvoir faire plein de trucs. J'allais dire à moindre coût, c'est pas nécessairement le cas, parce que le prix est toujours là, hein, on le sait bien, c'est toujours, voilà, ça coûte des pépettes. Est-ce qu'on a une vue sur un avenir plus ou moins proche de ce que ça va devenir sous tous ces M1, M2, M3, David, ou pas? Pas spécialement sur l'avenir, mis à part que ça va évidemment s'améliorer, comme... Oui, c'est le but. Comme normal. Ouais. Par contre, un truc à noter, c'est que cette annonce du M3 survient pas longtemps après l'annonce de Qualcomm, qui est le gros compétiteur pour ce qui est des smartphones, sur le Snapdragon X Elite, qui est la nouvelle puce de haut niveau que Qualcomm vient d'annoncer. Donc c'est une histoire de compétition aussi. Oui, c'est ça. Maintenant, il faudra voir dans les jours et les semaines qui viennent. Il y a beaucoup de youtubeurs qui vont faire des tests et qui vont faire des benchmarks à gauche et à droite, où là on pourra se faire plus une idée sur les performances. Ouais. Voilà. On va les laisser faire. Oui, j'ai une question, parce que je sais que David aime bien ce genre de détails, je le vois pas dans l'article, et je prends à chaud, je sais pas s'il le sait, c'est que je vois pas d'infos sur tout ce qui est L1, L2, L3 sur ce genre de CPU. C'est un truc qui est limité aux archis x86, ou c'est juste pas dans les specs? Ou tu sais pas et on doit aller chercher? Ce n'est pas limité aux archis x86, ils ne communiquent pas là-dessus. Par contre, ils ont communiqué pour ce qui est de la mémoire. Ils parlent de mémoire unifiée, dont la version la plus haute, le M3 Max, ils annoncent jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée. Mais ils ne communiquent pas sur le cache. Ok. Bon. C'est un des points importants sur les processeurs. Et ça fait partie de la guerre AMD-Intel, où AMD monte assez fort dans le cache. Ouais. C'est sur du x86. Il y a un truc, parce que j'ai suivi de loin l'annonce, et il y a un truc qui n'y était pas, et qui est étonnant, et qui est étonnant au point de le souligner, c'est que il n'y a pas d'iPad. Non, mais c'était pas une keynote. C'était pas une keynote très habituelle non plus, hein. L'horaire déjà, on sentait que c'était vraiment... Beaucoup s'attendaient à un nouvel iPad, et il n'y en a pas, et ce serait la première année sans iPad. Oui, c'est possible. Alors, que réserve-t-il peut-être pour l'année prochaine, peut-être voilà, je sais pas. Est-ce que la tablette a encore le vent en poupe? C'est un peu le serpent de mer, hein. La tablette, c'est une fois je veux bien, une fois non, on l'oublie. Il y a quasiment plus de tablettes sous Android, par exemple, si je dis pas de bêtises. Si. Il y en a encore? Ouais. C'est pas hyper populaire comme device aujourd'hui. Plus en pro qu'en particulier.
Oui, c'est on ça. va dire. Voilà, ouais. Ok, bon, ben on a fait le tour de cette question. Il fallait quand même qu'on en parle, qu'on en touche un mot. C'est le cas. Eh bien, tant mieux. Ce qui nous amène à la lettre G, comme Google, avec Sébastien. Google Search et Lens passent leur diplôme Maths Sup. C'est comme ça que tu voulais absolument titrer ce sujet. Et donc, chaque fois, moi, je suis un peu largué. Voilà. Voilà, il est content, il m'a perdu en chemin, et voilà. Voilà. Alors, je pense on en fait, chaque numéro, pas depuis le début de l'année, mais pas loin. Et bah, c'est ça encore, un petit peu plus d'IA dans Google Lens et Google Search. Google Lens, c'est le truc qui vous permet de résoudre des sudoku en faisant une photo, entre autres, et surtout, et c'est le truc... Des sudoku quoi ? C'est des sudoku. Tu connais pas les sudoku ? Si, il connaît, c'était une espèce de... Voilà, et j'ai marché, David. Et donc, quand tu fais une photo d'un truc, tu retrouves l'e-commerce qui te le vend, et ça c'est toujours assez exceptionnel, parce que tu vois juste une fringue en rue, tu dis « Oh, c'est chouette », parce que je fais souvent ça, évidemment, et il va te retrouver exactement où tu peux l'acheter. Et donc, ça, le Google Lens, c'est quand même assez puissant, et donc, ils ont rajouté toute une série d'outils pour résoudre des problèmes mathématiques. Si de faire une intégrale ça t'emmerde, eh bien tu fais une photo du truc et il va te donner non seulement la solution, mais aussi toute la manière d'arriver à la solution, tout le développer. Comme ça, tu vas pouvoir effectivement avoir le résultat parfait. Il va pouvoir résoudre des équations, il va pouvoir résoudre des problèmes géométriques. Genre, tu vas faire un triangle, tu vas demander la taille, tu as la taille de 2 des côtés, tu veux le troisième, et il va dire théorème de Pythagore, machin, des trucs, etc. Et à chaque fois, avec des photos, les explications, tous les détails, et comment le résoudre. Il donne les explications, il dit comment le résoudre, mais il le résout pas à ta place. Si, il fait tout. Il fait tout. D'accord. Il fait tout. Ouais. Donc là, effectivement, bah, tu as toute ta réponse pour pouvoir répondre à tes devoirs en 3 secondes. C'est quand même assez fort. Ils ont rajouté des modèles 3D aussi pour aller plus loin dans tout ce qui est biochimie, où tu vas avoir des trucs de cellules, de mitochondries, enfin, tu vas avoir de tout. Hein, en 3D, ouais. Tu vas pouvoir tourner. Donc, ils ont vraiment poussé le truc. Si vous n'avez pas encore l'update, ça va arriver. Vous impatientez pas. Ce qui est quand même assez troublant. Et alors, j'avais vu un autre article dont malheureusement j'ai pu retrouver ma source, mais que je trouvais assez interpellant sur le futur de la recherche. C'est que un gars disait, on a un problème avec le SEO. Il dit, c'est qu'aujourd'hui on s'est cassé la tête à faire. Donc le SEO, c'est Search Engine Optimization, ouais, donc le fait de mettre tes mots-clés et des textes spécifiques en disant grâce à ça, mais quand on va chercher sur optimiser la découvrabilité de ton contenu. Site. Quand on va chercher par exemple sur les mitochondries, tu as fait un site sur les mitochondries, eh ben tu seras dans la première page pour qu'on vienne voir ce que tu veux dire sur les mitochondries. Et donc c'est quand même un truc sur lequel il y a tout un business, il y a plein de sociétés qui sont basées là-dessus, qui vont optimiser les trucs, te prendre tous tes petits sous pour optimiser ton site. Et donc, le problème, j'en viens, c'est que mais de plus en plus, Google est en train de partir vers un système où, comme un chat GPT, tu poses une question et il te donne la réponse. Ouais. Et donc, s'il te donne la réponse, ça veut dire qu'il ne t'envoie plus sur le site. Et donc, s'il ne t'envoie plus sur le site, tu perds du trafic et ton SEO, il sert plus à rien, il sert juste ton site sert à alimenter Google. Et donc, on se dirige tout doucement vers ça. Alors, c'est déjà le cas, excuse-moi, mais tu parles de Google, mais c'est le cas aussi avec Bing, hein, pour l'instant, c'est l'outil qu'ils ont intégré là dans Bing, c'est un gros pourvoyeur de clics, hein, il fait énormément de trafic, on en revient après d'ailleurs. Et donc, si t'es pas le référencé sur Google, ça pique sur ton trafic. Bien sûr. Et donc, bientôt, ce sera beaucoup moins utile parce que tu n'auras plus de lien réellement. Google, les gens vont plus sortir de Google. Et donc, l'évolution va vers là. Et du coup, pourquoi faire un site ? Parce que si tu as moins de trafic, tu auras moins de pubs, ou la seule chose que tu vas alimenter, c'est des algorithmes qui vont se servir de ce que tu as écrit pour répondre. Parce que ici, effectivement, ils font des réponses à des équations, mais quand on te demande des informations spécifiques que toi tu as notées sur ton site sur n'importe quoi, hein. Si tu vas faire un cours sur la mitochondrie, Google ne sait pas ce que c'est une mitochondrie. Ils ont été chercher les informations et ils les ont digérées. Donc c'est pas une encyclopédie.
c'est presque philosophique, hein, ce dont on parle là. Oui, tout à fait. Ce qui va faire la différence, à mon sens, c'est que tu as des sites dans lesquels les gens expriment des opinions. Et ça, Google ne pourra pas les utiliser parce que ça ne vient pas un fait, c'est une opinion. Donc, il renverra forcément à ce moment-là probablement vers les sites qui ont les plus belles opinions, les mieux formulées, les plus, etc., etc. Et puis pour tout ce qui est les mathématiques, on peut pas avoir une opinion sur 4 divisé par 2, a priori. Hein, t'as un doute sur la réponse? Oui, tout à fait. Tu sépares l'opinion du factuel. Et alors le factuel, c'est clair qu'on voit bien qu'ils vont pouvoir facilement l'utiliser. Oui. L'opinion, en fait, on en avait parlé il y a quelques semaines déjà, où tu pouvais avoir un bot qui te répondait à la façon de Steve Jobs, à la façon de machin. Et donc, est-ce que pour Monsieur Tout-le-Monde, tu as vraiment besoin d'avoir Steve Jobs qui a écrit un truc, ou le fait qu'on dise, ça c'est une IA qui s'inspire de la manière dont il répondrait, et il va te répondre comme ça, parce que ça c'est sa philosophie, son truc. Et donc je sais pas si même l'opinion n'est pas menacée sur du long terme. Il faudra trouver des moyens de déposer son opinion. Où tu auras ChatGPT qui répond à la manière de Sébastien du podcast Les Technos, par exemple. Sébastien du podcast Les Technos vous aurait dit pouet, etc. Vous aurez dit le cloud c'est mal. Non. Voilà. Et ça dans toutes les langues en plus. Donc, donc voilà. C'est philosophique. C'est philosophique et on va donc du coup et par définition pas faire le tour de la question et de la réponse dans cet épisode, évidemment. Oh tiens, c'est le même jingle, la lettre G comme Google, encore, oui, et encore avec Seb. 26 milliards pour être numéro 1, qui dit mieux. Google a déboursé donc cette somme pour rester numéro 1, tout simplement, dans quel contexte. T'as vu, il était facile à comprendre, mon titre. Oui. T'as vu, hein, parfois je fais des efforts. Et donc oui, ils ont claqué 26 milliards. Alors l'info vient du procès antitrust, ils sont en train de se dérouler, donc ils sont en train de se prendre. Et donc ils détaillent toute une série de trucs. Et ici, le vice-président a dû sortir certains chiffres qu'il ne souhaitait pas, dont ce que eux payent à certains acteurs tiers pour pouvoir être toujours le moteur de recherche par défaut. Et donc en 2021, ils ont claqué 26,3 milliards à leurs différents partenaires. Ils n'ont pas listé, en tout cas c'est pas public, ce que les différents partenaires ont reçu, mais suivant le Wall Street Journal, lui aurait des sources plus ou moins bien informées en disant on considère que sur les 26 millions, il y en a 19 qui sont partis chez Apple. 26 milliards, tu veux dire. Oui, c'est ça, sur les 26 milliards, 19 milliards sont chez Apple. Merci. Donc Apple, c'est quand même pris 19 milliards sur une année, juste pour laisser Google en première position sur Safari et tutti quanti. C'est quand même pas mal pour ne rien faire, hein, finalement, parce que c'est ça. Alors, les chiffres donnent quand même un peu le tournis, parce que 26 milliards, ils doivent quand même faire beaucoup. Oui, c'est parce qu'ils font 146 milliards de recherche de revenus sur la pub qu'ils affichent sur cette première page de résultats. Donc 146 milliards, en avoir donné 26 milliards, bon, c'est encore acceptable. Et quand on retourne un petit peu, en 2014, sur 47 milliards de revenus de pub, ils en donnaient 7 milliards. Donc d'un côté, ça a été multiplié par... non, je l'ai plus. Mais en gros, ça a été quadruplé d'un côté, et l'autre, les revenus ont fait que tripler. Donc ils ont, si tu regardes sur la marge, ils ont perdu. Mais en même temps, ça va, il y a encore de la marge. Mais ça reste quasi la seule activité pour laquelle Google rentre beaucoup de pépettes. Hein. Ils essayent d'autres trucs, il y a plein d'autres activités. Hein. Il y a du cloud, il y a des licences sur les API, il y a les maps, il y a les machins, il y a le drive en entreprise, il y a plein d'autres trucs. Mais la pub, ça reste le gros pourvoyeur de fonds de Google quand même. Donc c'est un deal important. Et alors ce qui a embêté le vice-président, de partager cette information, il dit c'est que ces deals sont tous secrets. Personne ne sait qu'Apple se prend 19 milliards dans les poches, et il faudrait pas que les autres, en gros les autres c'est la fondation Mozilla, entre autres, hein, avec Firefox, il faudrait pas qu'ils soient aussi tentés de demander beaucoup plus de bourgeois.
C'est un peu comme les prises d'otages, quoi. Faut pas dire quand on paye. Parce que sinon, tout le monde se met à prendre tout le monde en otage. Et là, il risque un petit peu de se faire prendre en otage, pour le coup. Financièrement, voilà. D'autres acteurs pourraient très bien dire, mais attendez, moi aussi, je peux en croquer. Un milliard de plus. Allez, 10 milliards. Allez, youpi. C'est original, en tout cas. Dans quel monde vivons-nous? Parce que finalement, les dadons de la farce, c'est nous. Hein. C'est sous nos yeux qu'on met tout ça. C'est nous qu'on paye. Enfin, Google paye pour nous avoir. Oui, c'est ça. Et donc on a une valeur chacun, toutes nos recherches, et nous-mêmes, nous avons une valeur pour Google, comme d'ailleurs pour toutes les sociétés de ce type, pense à Facebook, à Twitter, enfin X, etc., etc. Il paraît qu'on vaut, par exemple sur X, il paraît qu'on vaut $12 chacun d'entre nous, et que donc quand ils nous demandent de $10 pour payer, pour ne pas voir de publicité, par exemple, eh bien, il ne rentre pas tout à fait dans ses fonds. Donc, mais on aura l'occasion d'en reparler, à mon avis, de cette histoire-là. De quoi est-ce que David avait un truc à rajouter par rapport à Google ou pas, tant qu'on est là, en si bon chemin? Non, très bien, passons à la suite, dans ce cas. La lettre N comme Nightshades avec David. C'est la riposte. Oui, c'est ça. C'est la riposte des artistes aux intelligences artificielles. Donc des artistes qui vont pouvoir empoisonner les intelligences artificielles. Mais comment vont-ils faire ? C'est bien ça. Donc c'est une technologie qui a été développée par l'université de Chicago dans le département du professeur Ben Zhao, qui est une technologie qui va permettre aux artistes de lutter contre l'utilisation non autorisée de leurs œuvres pour entraîner des intelligences artificielles. Ici, particulièrement les intelligences artificielles qui génèrent des images. On parle de DALL-E, de Stable Diffusion, etc. Et donc, ça permettrait de faire des modifications invisibles aux pixels des images, ce qui fait un petit peu penser les watermarks qu'on avait dans le passé, qui permettaient de valider qu'une photo avait été volée ou pas, ou était sous copyright. Mais ici, c'est des modifications invisibles sur des pixels de l'image destinées à confondre les entraînements de modèles d'intelligence artificielle et leur créer des dysfonctionnements, comme par exemple on demanderait une voiture et ça nous sortirait une vache. On demanderait un chat, ça sortirait un chien, des choses un petit peu du genre. Alors, ça arrive au moment où c'est une grosse problématique du point de vue droit d'auteur, donc toutes ces intelligences artificielles, que ce soit OpenAI, que ce soit Google, que ce soit Stability AI, qui sont victimes, qui sont on va dire victimes de poursuites judiciaires pour avoir utilisé des œuvres protégées à gauche et à droite. Et c'est vrai que c'est aussi un débat philosophique qu'on pourrait tenir en longueur. Et donc voilà, c'est un outil qui Question que je me pose, c'est très bien, hein, je veux dire, ça fait partie de l'arsenal, entre guillemets, pour éviter, effectivement, comme tu le disais, de se faire absorber ou phagocyter les œuvres que l'on a créées, etc. Mais pourquoi ne pas se servir de technologies déjà existantes, comme le DRM, par exemple? Ça pourrait aussi faire partie de l'arsenal, ou pas du tout, ou c'est déjà dépassé dans ce cadre-là? Non, le DRM n'est pas adapté ici. Le DRM, ce sont des technologies qui encryptent, par exemple, tout ce qui était des DVD, qui sont de la TV numérique, qui est d'encrypter le signal qui va vers la TV pour éviter qu'on le capture en bonne qualité, un peu comme il y avait sur les cassettes VHS. Il y avait le signal qui faisait que quand on faisait une copie, pas que le zonage, quand on faisait une copie d'une cassette VHS, la vidéo tremblotait parce qu'il y avait un signal qui était
pas copiables ou mal copiables. Pour ici, le DRM, c'est tout à fait différent. Par contre, ce qui est peut-être inquiétant, c'est que ici, on parle d'empoisonnement. On parle d'empoisonnement des réseaux neuronaux et le problème, c'est que des réseaux neuronaux qui vont être surentraînés par après pourraient se retrouver empoisonnés et faire une maladie alors que ça n'a pas vraiment été détecté dès le début. Donc voilà, c'est une arme en quelque sorte pour protéger les artistes pour leur droit à leur image et les droits d'auteur, mais par contre ça pourrait avoir des implications très négatives et ça pourrait être utilisé également à très mauvais escient pour empoisonner des modèles qui requièrent, on va dire, une puissance de calcul et un coût économique énorme. Et si on s'en rend compte après 2 ou 3 ans qu'en fait ça déconne parce que ça a été empoisonné, c'est enrhumé. Je voyais Sébastien réagir. Non, le rhume, le rhume de l'IA, non. Non, mais enfin, si, bien sûr, ça, c'est gênant, mais je comprends pas pourquoi on n'utilise pas des trucs comme le robot.txt qui est là depuis la nuit des temps, où on pourrait simplement dire, bah, viens pas te nourrir chez moi. Mais ça existe déjà. Ça existe déjà, mais c'est déjà contourné. Oui, mais alors c'est pas un truc commercialisé, tu vois, où il dit les sources sont ça et ça. Soit tu pourrais avoir imposé d'avoir une liste des sources, et tu pourrais avoir effectivement l'obligation de supporter un robot.txt qui est permis. Alors pour ceux qui connaissent pas le robot.txt, c'est un petit fichier qu'on met à la racine de son site web. Et dans lequel on dit, par exemple, Google, toi tu peux pas aller voir tel dossier, ou Bing, dégage, j'ai pas envie. Et donc, tu peux pas référencer les images de mon site, par exemple, toutes les images. Voilà. Ou toutes les images JPEG. Voilà. Et donc ils sont censés respecter ce fichier pour les robots. Et donc, je vois pas pourquoi on n'utiliserait pas ça. Ils sont censés, oui. Mais c'est utilisé, il y a déjà des directives qui disent que le site ne peut pas être utilisé pour un entraînement d'intelligence artificielle. Donc le robot TXT est déjà utilisé pour ça, mais est-ce qu'il l'utilise, oui ou non? Maintenant, pour ce qui est des images, de l'art et tout ça, il y a aussi des ouvrages qui sont scannés, il y a des images qui sont utilisées sur d'autres sites sous licence, donc le site a une licence pour utiliser l'image sur son site, mais quelqu'un qui vient et qui l'apprend et qui l'entraîne, voilà, donc... Mais si vous êtes assez vieux pour vous souvenir, c'est à l'époque d'Alta Vista, hein, bim, là, vous venez de prendre 20 ans dans la tronche, hein. Ah, ça pique, hein. À l'époque d'Alta Vista, quand tu voulais référencer ton site quelque part, tu devais lui donner l'URL au moteur de recherche. C'est pas lui qui, d'initiative, venait chercher ton domaine. Et alors, ça reste une philosophie très américaine, hein, le robots.txt, parce que c'est pas toi qui acceptes. Tu dois, robot par robot, dire non, toi, je te veux pas. Alors qu'en fait, tu n'as pas choisi d'être référencé. Bien sûr, tu es content d'avoir du trafic de chez Google, Yahoo et compagnie, mais tu ne l'as pas choisi. Alors, là aussi, je trouve ça, finalement, sur les IA, assez hypocrite. C'est par défaut, ils ont tous le droit de venir, et c'est à toi de dire ah merde, oui, non, je dois aller. Il y a le même, je suis d'accord avec toi. Il y a le même type de phénomène avec le podcast, puisqu'on est dans un podcast, parlons-en. C'est qu'à partir du moment où tu es référencé dans dans Apple Podcast, de manière très très automatique, quiconque crée une application de podcast ou un site de podcast va aller pomper les informations chez Apple, tout simplement, et va te référencer dans leur application sans te demander ton avis ou quoi que ce soit. Ça arrive très régulièrement. Il y a pas parmi les plateformes de podcast ou les applications de podcast dans lesquelles vous retrouvez les technos, il n'y en a pas la moitié avec lesquelles j'ai un contact personnel par lequel je leur ai dit pouvez-vous référencer notre contenu ou quoi que ce soit. J'ai rien fait. Ils l'ont fait tout seuls comme des grands. Voilà, c'est un peu la même chose. À un moment donné, et ça c'est un petit peu le travers de l'internet tel qu'on le connaît depuis toujours, c'est qu'à partir du moment où tu mets quelque chose sur internet, tout le monde vient servir quelque part s'il n'y a pas de limite à quoi que ce soit. Voilà, il y a en droit commercial, il y a des droits d'auteur, il y a de la propriété intellectuelle, tout ça existe. Donc,
Voilà, on est franchement sur une limite parfois un peu mince entre les deux. On est dans des zones d'ombre, mais rappelons aussi que l'industrie de digital de l'internet, c'est une des rares industries à ne pas être, comment on dit, cadrée. Hein. C'est-à-dire que n'importe qui peut ouvrir un site internet demain sans devoir déposer un dossier à une instance officielle, quelle qu'elle soit. Or, quand tu veux, dans l'industrie classique, entre guillemets, mettre sur le marché, je ne sais pas moi, un bonbon ou une nouvelle soupe, bah, tu dois montrer patte blanche et passer par toute une série de tests, etc., pour faire valider ton idée, pouvoir le commercialiser, ce qui n'est pas du tout le cas dans le digital. Hein. C'est encore un endroit où on peut faire, entre guillemets, ce qu'on veut. Quoi, hein. Donc, c'est normal que la ligne, du coup, elle soit un petit peu en zigzag, quoi, et qu'on ne sache pas toujours de quel côté on se trouve et à quel moment on s'y trouve. Décidément, c'est très philosophique cette semaine, ce podcast, non ? Un petit peu, ouais. Faut élever nos âmes. Élevons nos âmes avec le sujet suivant, si vous le voulez bien, que voici. Avec la lettre P, ah bah alors on va élever nos âmes. P comme payant. J'en touche un mot, mais c'est à propos de X ou de ex-Twitter, si vous voulez, mais ici c'est plutôt Facebook. Facebook qui deviendrait, on va y mettre des guillemets, enfin payant. Ça fait longtemps qu'on en parle. Est-ce qu'il va vraiment faire ça ? Est-ce qu'il fait ça ? Ça y est. Alors, tous ces gens qui ont publié des messages de « Repole ceci si tu veux pas, machin », et finalement, on leur a donné raison. C'est devenu payant, cette saloperie. Alors, oui et non. Oui, Facebook a un abonnement dispo maintenant, Facebook et Instagram pour 9,99 boules par mois, ou 13 si on passe par un Apple ou un Google, un Play Store ou un Apple Store. Parce qu'ils disent c'est pas à nous de payer pour le truc, c'est pour votre gueule. Donc si tu veux payer que 10, tu dois aller sur le site de Meta et payer en direct. Alors, pourquoi, comment, quoi, qu'est-ce ? En fait, c'est juste un abonnement qui vous permet de ne pas avoir de pub, comme le YouTube Red, dont c'est que... Premium. C'était pas Red avant ? Possible, mais là c'est Premium. Ah, mais très bien. Bah, il change en plus. Si en plus il change le truc, mais n'importe quoi. Enfin, un moment. Qui te permet aussi de ne pas avoir de pub. Et là aussi, ils essayent de pousser un peu pour que tu regardes la pub. Il y a quelques actus là-dessus. Pour s'assurer que si tu as un bloqueur, après 2-3 vidéos, t'as la tronche dehors. Eh bien, ici, effectivement, le problème de la publicité, c'est... Alors déjà, est-ce qu'il y a un marché ? Oui, il y a un marché. Il y a certaines personnes qui n'ont pas envie d'avoir de pub et qui sont prêts à payer pour. Néanmoins, c'est pas ici, c'est sur cette demande-là que Facebook Meta réagit. Ils réagissent à une réglementation européenne, DMA, DSA, donc 2 réglementations même, pour le prix d'une, où ils sont classés comme étant une énorme entreprise. Je sais plus comment ils l'appellent. Je pense qu'on aura certainement l'occasion de reparler du DMA DSA dans le prochain numéro. Mais c'est des brokers, je pense, qu'ils appellent ça. Enfin, faut retourner voir. C'est dans un lien sur l'article qu'on vous mettra dans les sources. Ouais. Et donc qui impose toute une série de choses aux gros acteurs du web pour dire vous êtes les leaders. Du coup, vous avez une série de responsabilités. Ils appellent ça les gamam. Ouais. Et dont effectivement, un des choix est la possibilité de ne pas être bombardé de pubs ciblées. Et donc Facebook avait déjà accepté de courber les chines en mettant une option, parce que l'Europe lui avait balancé une grosse amende sur le dos, dire tu es obligé d'avoir cette petite option pour dire je veux pas ça et je veux pas ça dans la pub, sauf que ça arrange pas Facebook, parce que du coup ils gagnent plus d'argent sur votre profil, au moins plus autant qu'avant. Voilà. Et donc ils en arrivent à, s'ils gagnent plus d'argent avec vous, comme ils doivent toujours payer leur grosse machine et leur dev et la nouvelle maison de marque, il faut gagner des sous, et donc ils compensent en disant si tu veux pas de pub dans ce tel truc, pas de problème, mais tu passes à la caisse s'il te plaît, mon coco. Donc c'est ce que nous valons en gros 10 € par mois à peu près pour aller sur Facebook. À peu près. Ouais. Et à vrai dire, pour y aller encore une fois de temps en temps, c'est presque un post sur 3 qui est une pub, donc c'est vrai qu'ils ont vachement optimisé par rapport à l'époque le nombre de pubs que tu te prends sur Facebook.
Et même les autres, de ce que les gens postent, à dire entre un réel post ou une publicité, c'est pas toujours évident. Mais là, c'est plus les mêmes qui sont payés. Oui, c'est ça. Donc, on avait une discussion philosophique il y a quelques heures là-dessus sur les réseaux sociaux. Et ça part quand même un peu à volo, si on veut dire être poli. On parlait de LinkedIn, où effectivement le qualitatif du réseau est quand même en train de baisser depuis quelque temps, où on est rempli de messages promotionnels à la mort moelleux d'experts en tout genre qui vont vous coacher ou vous faut devenir les meilleurs de machin, et donc c'est insupportable. Et c'est encouragé par la maison mère, en l'occurrence Microsoft pour ce qui s'agit de LinkedIn, en faisant des prix. J'ai vu ça, ils ont fait des moi j'appelle ça des médailles en chocolat, parce que j'ai vu quelques contacts qui ont dit « Ah, je suis créateur de contenu numéro 78, machin », parce qu'ils appellent ça des créateurs de contenu. Le top des créateurs de contenu, par exemple en Belgique, ce sont des hommes politiques. On va savoir pourquoi. Et donc ils ont fait des prix, entre guillemets, ils ont décerné une espèce de hit parade des meilleurs créateurs de contenu, comme si c'était devenu un métier de publier des histoires sur soi-disant sa vie, en général générées par une IA quelconque, pour expliquer que s'ils ont réussi dans la vie alors que tu sais même pas ce qu'ils font. C'est parce que quand ils étaient petits, ils ont été maltraités par leurs petits camarades et que ils ont pris sur eux et que tout d'un coup, voilà. Et cette ritournelle-là, tu peux la voir au féminin, au masculin, non genré, etc., etc. Et ça tombe de temps en temps. Et si on le voit, c'est parce qu'on a des gens qu'on considère comme des contacts fiables qui eux vont commenter ça ou mettre un like ou etc. Et donc du coup on les voit aussi. Donc voilà, on est dans un monde un peu pollué. Enfin une forme de pollution. Ça commence à devenir assez agressif et assez encombrant. Ou alors c'est parce que je deviens trop vieux et trop ronchon, mais ça me ça me turlupine là, et donc pour le moment je banne à tour de bras des différents réseaux en disant j'en ai marre de voir ta pub. C'est assez casse-bonbon. Donc voilà, ici il faudra payer pour, comme si tu veux pas de pub ou si tu veux juste parler sur X, il faudra payer pour. On est en train de changer fondamentalement la manière dont les réseaux sociaux fonctionnent, et ils sont nés quand même déjà il y a de longues années, plus de 10 ans, et il y a une certaine forme de mutation, et aujourd'hui, maintenant, on passe à des services que les gens payent, donc il faut payer pour avoir accès à ces informations, pour savoir que le chat de ta voisine a mangé des croquettes. Maintenant, on va payer pour ça. On avait effleuré le sujet lors d'un épisode précédent où le gros sujet, le dossier, comme on dit, était consacré aux alternatives à Twitter ou à X, et donc dans lequel on expliquait ça aussi. Par exemple, nous, en tant que podcast Les Technos, on se retrouve sur à peu près tous les réseaux sociaux, même si on n'en fait pas étalage systématiquement. Par exemple, je ne vais pas vous envoyer systématiquement sur X pour suivre notre veille technologique, parce qu'elle est aussi disponible sur Facebook, elle l'est aussi sur Mastodon, et elle le sera probablement aussi très bientôt sur Blue Sky, sur Telegram c'est déjà le cas aussi. Donc voilà, on n'est pas de religion à ce niveau-là, vous faites ce que vous voulez, on ne vous oblige à rien non plus, donc voilà, c'est ce que je voulais dire. On a fini ou pas? J'ai une dernière info sur le truc, ce ne sera, mais ça, de toute façon je pense que tout le monde s'en c'est un fouchune comme un mal. Ça ne sera disponible qu'en Europe. Oui, voilà, bien sûr, parce que c'est pour l'Europe. C'est pour l'Europe. C'est pour se protéger en Europe, donc on va pas non plus le faire partout, c'est ridicule. En plus de ça, il y a plus ailleurs. Ceci étant dit, l'architecture de Facebook telle qu'elle a été conçue au départ par Zuckerberg est assez bien foutue à ce niveau-là, parce qu'ils ont cette faculté quand même de jouer sur des secteurs planétaires très définis, ce qui n'est pas nécessairement le cas de Twitter par exemple, où ils ont beaucoup plus de mal à segmenter par exemple les mises en œuvre, les déploiements des nouvelles solutions, etc. C'est toujours un peu, ça déborde un peu sur les bords, donc ils dessinent pas bien dans les traits, Musk, par rapport à Mark. Enfin bref. Passons à la suite, si vous voulez bien. La lettre R comme régulation, David.
C'est la première régulation concernant l'IA. On reparle de l'IA, qui voit le jour aux États-Unis. C'est marrant parce que cette semaine aussi, il y avait plein de gens qui parlaient d'intelligence artificielle, du risque futur de l'intelligence artificielle. On aura certainement l'occasion d'en reparler dans un autre épisode, mais ici, on parle des États-Unis. Tout à fait. Donc c'est un décret présidentiel sorti par Joe Biden aux États-Unis, qui est le premier dans le genre à s'attaquer en quelque sorte à l'intelligence artificielle et qui exige des évaluations de sécurité et donne des directives sur les droits civils, oblige à faire une étude sur les impacts de l'intelligence artificielle sur le marché du travail. Et donc voilà, le texte est assez, je vais dire, j'ai lu pas en détail parce que c'est le genre de texte qui est assez difficile à avaler. C'est assez, on va dire, c'est assez dépouillé pour l'instant. Donc ça ne donne pas vraiment de restrictions. C'est assez flou. On va dire, c'est assez flou comme texte. Mais c'est un premier essai de vouloir donner une régulation sur l'intelligence artificielle. Se donner surtout du temps, j'ai l'impression, parce que ça avance malgré tout. On n'arrête pas le progrès, comme on dit. C'est question de peut-être un petit peu jouer la montre aussi en disant bon, on va protéger peut-être certains secteurs d'activité, on va se protéger nous aussi politiquement, en passant, et en attendant de voir ce que c'est réellement et où ça va aller. Mais ça ira de toute façon. Je dis pas de bêtises, oui. Sébastien. David, pardon. Mais comme tu dis, oui, c'est un peu un gain de temps parce que le décret prévoit un calendrier où il se donne un délai de mise en œuvre de 90 jours pour pouvoir avancer sur le texte. Donc c'est vraiment une première étape et c'est en fait pour dire, voilà, on va réguler, mais on n'est pas tout à fait prêt. C'est comme ça que je l'ai compris. Bah oui, c'est ça. Et ce que j'entendais cette semaine, justement, parce qu'il y a eu plein de, je le disais, de réunions autour des intelligences artificielles, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et on sent aussi qu'il y a cette tendance, je sais pas si vous l'avez perçu dans votre veille technologique, à dire, mais c'est pas si grave, oui, ça va tuer des emplois, mais ça va en créer plein d'autres, et puis ça va vous faciliter la vie. Enfin, on essaye de nous le faire passer comme un truc... allez, tranquille, quoi. N'ayez pas peur, en gros. Est-ce qu'il faut avoir peur ou pas ? En fait, c'est ça la question. Moi, quand on me dit n'ayez pas peur, je me dis, il y a peut-être une raison d'avoir peur, là, tout d'un coup, non ? Je dirais oui et non. Merci. C'est très éclairé comme... Je peux. Ah, moi, j'ai un truc là-dessus, moi, la question me fait assez sourire. J'ai une question, je ne sais pas du tout, mais de ton côté, quel métier faisait ton grand-père ? Il était enseignant. Oui, donc ça existe encore. Merde. David ? Non, t'as pas de grand-père. T'en avais deux aussi, l'autre il faisait quoi, Marc ? Oui, j'en avais deux. Il était aux travaux publics, au gouvernement. Et... putain, décidément, vous en avez de la chance. Vous. Alors, si je regarde, j'avais fait un petit panel avec un certain nombre de personnes, et la plupart des jobs que faisaient nos grands-pères ou arrière-grands-pères n'existent plus. Ouais. Ils ont tous été remplacés par la techno, ou parce que maintenant, si tu prends une mine de charbon, maintenant, t'as un gars qui descend ou qui arrive avec un tractopelle et qui te dézingle tout, alors qu'avant, t'avais 20 hommes qui travaillaient là-dessus. Et donc, la plupart des jobs qui étaient considérés comme pénibles ont été remplacés par des machines. Révolution industrielle, etc. Et donc, est-ce qu'on s'en plaint ? Parce que j'ai pas envie d'aller creuser dans la mine non plus, j'ai pas envie d'y retourner, j'ai pas envie non plus de creuser dans le truc. Non, bien sûr. Si je peux utiliser un tractopelle. Donc, on est d'accord que ce dont tu parles là, ce sont des tâches... Hein. Oui, d'accord, mais en plus, ce dont tu parles, ce sont des tâches difficiles, contraignantes, pas vraiment humaines en fait, il faut être honnête. Mais pas que. Regarde tous les métiers qui ont disparu, il y en a plein qui ont disparu avec la technologie. Les loueurs de DVD, ils ont disparu. Et là, c'est même pas ton grand-père, tu vois, c'est éventuellement même... quelqu'un de notre génération aurait pu. Oui, et donc, il y a
plein de métiers qui ont disparu avec le temps, et pour la plupart, il y en a quelques-uns qu'on peut regretter, hein, mais qui reviennent. Du coup, tu vois le barbier qui avait disparu, qui revient à la mode parce que voilà. Et mais il y a la plupart des métiers qui ont disparu. On ne les regrette pas parce qu'ils étaient effectivement soit difficiles, soit contraignants, soit longs, soit répétitifs. Et donc, est-ce que ici l'IA peut nous amener vers d'autres métiers, l'IA ou autre chose, peut nous aider à supprimer certains métiers qui sont pas valorisants, ou pas, qu'on considère pas valorisants aujourd'hui, mais qui à 50 ans ou 100 ans auraient été extraordinaires. C'est une forme d'évolution de la société, donc est-ce qu'on doit en avoir peur ? Je suis d'accord avec toi, mais juste pas pour tout. En fait, on parlait de protéger les droits des artistes, par exemple, il y a quelques instants. Moi, je suis d'accord que là où l'IA a du sens, où la technologie, de manière même générique, a du sens, c'est quand elle nous remplace dans des tâches qui ne sont pas valorisantes. Voilà. Par contre, quand on commence à toucher à l'art, à la communication, même au spectacle, enfin des choses où l'apport humain est quand même primordial, c'est ce qui fait qu'on est humain en fait. Là, je trouve que ça déborde un peu, ça touche à des trucs, ça on pourrait le garder pour nous, quoi. Se dire, c'est pas... Je suis pas d'accord. Oui, mais t'as pas un tempérament artistique, c'est pour ça que et je suis pas d'accord non plus. Parce que l'art, alors si tu considères que la peinture, la photographie, le machin, ce sont les formes d'art et que ça se limite à ça, maintenant on a quand même rajouté d'autres formes d'art avec les années. Les jeux vidéo, c'est une forme d'art. Bien sûr. La programmation, c'est fortement discuté en disant programmation, c'est une forme d'art. Alors, est-ce qu'on peut être remplacé pourtant pour une partie là-dessus sur de l'IA ? Je pense que la plupart des développeurs seront très contents. Et David utilise une IA de temps en temps pour dire « Oh, bah allez, écris-moi la base, et puis je fais la suite. » Est-ce qu'ils doivent tout faire ou est-ce qu'on est en compétition ? Peut-être, pourquoi pas. Je ne vois pas la menace vis-à-vis de la race humaine sur l'art. Il n'y a pas de menace, mais c'est pas pour ça qu'il ne doit pas y avoir d'artiste. Tu peux avoir quelqu'un qui peint et une IA qui peint à côté. Après, c'est libre à toi de choisir celle que tu préfères, mais là, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je vois une menace, par contre. Je vois une menace dans l'art, et je vois une menace dans la manière dont l'IA devient de plus en plus censurée, ce qui fait que, de manière indirecte, on est en train de censurer aussi bien l'art humain que l'art intelligence artificielle en même temps. C'est les versions actuelles, enfin, tu vois, c'est une censure imposée, rien ne t'empêche de faire, toi, une IA demain qui n'impose pas ses limites, parce que tu es un artiste et que tu veux. Peut-être que l'art demain, c'est de créer une IA qui fait des trucs subversifs, parce que ChatGPT va pas le faire. Je dis pas que c'est ça la réalité, mais je dis juste, je vois pas pourquoi on se mettrait une limite là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qui est un danger pour l'espèce humaine. Une fois de plus, moi je considère que ça apporte quelque chose si ça te permet de travailler mieux, peut-être plus vite, et de te... Effectivement, des tâches un peu répétitives, dispensables, entre guillemets, et qui te permettraient de prendre du temps plus pour réfléchir à ce que tu vas créer, quelque part. C'est pas complètement idiot que la technologie... C'est ce qu'on fait avec des outils, on parle de peinture, Photoshop, c'est le parfait exemple. Ça fait pas... Tu peux avoir tu as ces applications sur ta machine, c'est pas pour autant que tu deviens un artiste. Donc tu vois ce que je veux dire, ça reste des outils, comme un pinceau, comme oui, mais voilà. Ton exemple est parfait. Tu vois, tu faisais du step motion avant, ça t'aurait pris des gars qui dessinaient sur un bout de papier et t'aurais vu une équipe de 100 gars pour faire un dessin animé avec et alors qu'aujourd'hui, un gars avec une tablette peut te faire un dessin animé d'1h30 pissé en une soirée, j'exagère un peu, mais que Disney, il aurait fallu 1 an et demi à une équipe de 100 personnes. Et donc, où est ta limite ? C'est ça. Tu vois, où est la limite ? Mais voilà. Comme je ne vois pas un risque... Alors,
posons la question à nos auditeurs. Si après 48 minutes et 10 secondes, c'est encore là, c'est que vous aimez bien nous suivre et que vous aimez rentrer de temps en temps dans nos délires et nos débats, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, soit via notre site, lestechno.be. Les commentaires sont ouverts systématiquement au travers de l'article qui reprend la vidéo et l'audio de ce podcast, ou sur notre chaîne YouTube en commentaire. On vous lira avec plaisir, j'ai envie de dire, parce que là, il est l'heure. Et je sais qu'on va prendre un risque. Seigneur. Je sais qu'on va prendre un risque. Ah oui, avec notre dossier, on prend un risque. Le voici, le dossier, le voilà. RISC 5, le processeur qui redéfinit l'avenir de l'informatique, point d'interrogation. C'est une des questions auxquelles vous allez peut-être répondre tous les deux. Rappelons vite fait l'idée processeur à jeu d'instruction réduit. C'est ça, en français, RISC. C'est pas un processeur, comme tu le disais, c'est une architecture. Mais tu vas nous développer tout ça, je pense. Je sais pas qui commence à en causer. C'est David. David. Et avant, il y avait, je sais pas vous, mais moi, il y avait un jeu RISC quand on était gamin. Oui. Et c'était génialissime. C'était un truc. Si vous avez joué à RISC, c'était un K, je pense que c'était RISK, non? RISK. Je sais plus, mais c'était RISC comme c'était du risque comme. Je sais pas. Il y avait des pions. Il y avait des pions. C'était des armées. Les pays. C'était des armées que tu avais. Et il y avait des pays. Et des pays. Et donc, tu faisais ce que fait Poutine aujourd'hui, ce que fait... C'est ça, tu rasais les pays. C'était génial. Voilà. Bref, désolé pour la parenthèse. Mais... C'est là qu'on apprend à prononcer Kamchatka. C'était génial pour apprendre la géographie. Oui, génial, tout à fait, effectivement. J'adorais ça. Il faudrait que je recherche, mais peut-être que je l'ai encore quelque part, mon risque. On pourrait se faire une partie. On pourrait se faire une partie, ouais. Voilà. Quoi qu'il, on est dans le dossier RISC 5. David, c'est quoi RISC 5 ? Tu vas nous détailler ça peut-être un petit peu avant. Voilà, RISC 5, c'est une architecture de processeur qui a été développée par l'université de Berkeley en Californie. Et RISC 5, le 5 veut dire cinquième révision majeure. On avait posé déjà la question dans le passé, dans d'autres podcasts, il fallait dire RISC 5, RISC V, mais en fait c'est RISC 5 parce que c'est bien la cinquième révolution. Génération. Cinquième évolution. Oui. Voilà. Donc c'est un jeu d'instruction open source qui étant donné qu'il est open source, n'est pas lié à des licences telles que ARM x86 chez Intel ou les architectures M1, 2, 3 chez Apple, ainsi que d'autres architectures. Ça devient de plus en plus dans le vent. Pour des plateformes, on parle de l'intégrer dans Android, dans les applications pour les montres et pour les microcontrôleurs. Donc c'est également utilisé là-bas. Et c'est fort, ça met un pied dans des entreprises, dans des grosses entreprises. On parle de Qualcomm, de Google, donc oui, Android. Google va sortir un kit de développement complet pour les processeurs RISC-V en courant 2024. Voilà, donc voilà en résumé ce que c'est. Ok, on le trouve actuellement, le RISC-V, essentiellement, tu le disais, montres connectées, smartphone peut-être, certains modèles de smartphone ou de tablettes ou que non ou... Pas encore. C'est pour moi. Ah, vas-y. Tu vois, c'est à la suite. Il y a une conduite, monsieur. Ah oui, pardon. Ok. Donc tu le trouves où ? Alors effectivement, tu le trouves où ? Tu commences à le trouver dans pas mal de bitonio, donc comme disait David, sur des montres, smartphones et compagnie. Et tu peux déjà acheter une série de trucs avec des processeurs RISC-V. Tu retrouves ça actuellement essentiellement sur des trucs chinois. C'est plus pour le moment, c'est eux qui ont été les premiers là-dessus. Il y a ces raisons, on y reviendra juste après. C'est que effectivement, c'est des trucs qui sont en général plus
pas bas de gamme, mais pas loin quand même. Hein. Genre, tu vas avoir un petit PC qui a la tronche d'un netbook. Si je me souviens ce que c'était un netbook, Ouais. c'était les petits machins de 10 pouces qui savaient taper sur Word, aller éventuellement sur Internet, etc. Mais c'est un peu ce genre de truc. Tu peux avoir des portables un peu plus gros éventuellement, mais c'est ce genre de gamme pour le moment qui est en train de sortir et qui sont en train de pousser. C'est des petits trucs avec des petits écrans parce que c'est des processeurs. Les processeurs qui sortent, c'est le TH1520, tu vois. C'est toute une archi qu'on a peu l'habitude de parler, hein, avec ici 4 cœurs jusqu'à 2 gigas ou un autre avec jusqu'à 8 cœurs de 1 giga. C'est pas des trucs qui sont non plus extraordinairement puissants et on met pas des trucs à côté non plus qui sont super puissants. C'est de la eMMC avec 128 gigas et 16 gigas de DDR4, enfin, c'est pas si mauvais que ça non plus. Et donc, voilà, on te fait des petits PC low cost, et on va te trouver très prochainement aussi des tablettes, des machins. En gros, aujourd'hui, si tu le trouves pas sur tout, demain, tu le trouveras sur tout. Ça va remplacer probablement une partie des ARM et des x86. On va reparler justement de la concurrence et les autres architectures qui existent dans un instant avec David, mais qu'est-ce qui fait la spécificité de ce processeur ? Est-ce que je vais pouvoir me servir de son prix, d'accord, mais au niveau fonctionnalité, est-ce que par exemple une station, un ordinateur tel que on a parlé de processeur M3 là tantôt, et on sait que Apple est relativement fort sur tout ce qui est justement applications créatives, genre montage vidéo, 3D, etc., etc. Est-ce que je vais pouvoir faire la même chose avec une machine avec une architecture ARM. Est-ce que c'est aussi puissant ? Est-ce que ça fait la même chose ? Est-ce que c'est voilà. C'est ma question. Mais après, au niveau des archis, je vais peut-être laisser passer vite le passe-plat à David là-dessus. Mais ce que tu vas retrouver aujourd'hui en tant que software, c'est sur ça que je voulais répondre. C'est facile, tu vas retrouver du Linux parce que le Linux tourne sur RISC, et donc tu vas retrouver des machines avec du Linux un peu partout. Globalement, c'est ce qui te permet là aussi d'éviter des coups de distance. Donc la petite machine, comme je disais, c'est un écran 7 pouces, pas un truc extraordinaire, et tu vas avoir ça pour 250 balles. Et un portable pour 250 balles, bah, par rapport à un truc avec un M3 à 2000 balles, ah oui, tu peux t'en faire quelques-uns. Mais on est d'accord. Voilà, c'est ça. C'est la question que je posais. Ça ne va pas aller sur le terrain des grosses stations de travail sur lesquelles on fait de la vidéo en Wika et des trucs comme ça. Quoi. Pas encore, d'accord. Ok, ça reviendra ? Mais potentiellement oui. Ah, voilà. Ok. Potentiellement oui. Alors, en fait, oui. Comme on le disait, c'est un jeu d'instruction. Tout comme chez Intel, on a le jeu d'instruction x86 qui a vu le jour dans les années 70. Avec les processeurs 8086, 286, 386, les 486, les Pentium, les Core, etc. jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, c'est les mêmes jeux d'instruction qui ont été mis à jour, qui ont été étendus par AMD pour la version x86 64 bits, qui est la version actuellement utilisée. Il y a eu des accords de royalties entre les deux. Il y a eu d'autres acteurs qui sont apparus et qui sont morts. Par exemple, Cyrix, qui a fait des clones x86. On a parlé des processeurs ARM, qui est également ARM, c'est une société qui développe des architectures de processeurs qui sont fabriquées par différentes sociétés, que ce soit Samsung, que ce soit Qualcomm ou les autres. Et ici, le RISC-V, à partir du moment où c'est un jeu d'instruction et que c'est une base qui est open source, libre à qui veut de l'implémenter à sa manière. Ce qui veut dire on pourrait avoir un processeur RISC-V à 1 MHz, à 1 GHz ou à 10 GHz si la technologie le permet. Donc potentiellement, oui, ça pourrait être performant. Tout va dépendre de la manière dont c'est implémenté. Maintenant, pour ce qui est des avantages, du RISC-V, le gros avantage, évidemment, c'est l'ouverture et la modularité. Il n'y a pas d'accord de licence, donc chaque appareil qui a un processeur RISC-V dedans ne doit pas payer des royalties à quelqu'un derrière, ce qui va réduire le coût et qui va également
aider les développeurs hardware et software à être libres. Par contre, il y a également des désavantages. C'est un écosystème qui est moins mature que du x86, que de l'ARM, quoique ça change très rapidement avec les gros acteurs qui mettent la main dedans. Tu parlais de performance, c'est un point négatif pour l'instant. Là, la raison encore, c'est parce que les acteurs qui mettent la main dedans n'y mettent pas suffisamment du leur pour les faire tourner assez rapidement. Et il y a un gros risque, qui est un risque de fragmentation. Ça veut dire que le jeu d'instruction étant libre et open source, chaque personne a le droit de faire des extensions un peu à leur popote. Ce qui veut dire que ça pourrait causer par la suite des problèmes de compatibilité, mais ce n'est pas un si grand point négatif que ça, parce que ARM n'est pas un exemple non plus. Ils ont également fait des architectures fort fragmentées. Chaque médaille a son revers, comme on dit. Donc ça c'en est un, en l'occurrence, cette fragmentation possible de l'usage qu'on peut faire de ce type d'architecture. Mais comme je disais, ARM a également été fragmenté avec des jeux d'instruction, les jeux d'instruction Néon, qui étaient des optimisations multimédia, et tout un tas d'autres extensions qu'ils ont faites qui étaient pas compatibles entre une version et l'autre, alors que c'était sous licence derrière. Donc voilà, ce n'est pas parce que c'est sous licence ou pas sous licence qu'il n'y a pas ce problème de fragmentation. Bien sûr. Seb, on arrive déjà tout doucement à la conclusion, mais qui peut être longue, qui pourrait être éventuellement ou pas, parce qu'on parlait, tu disais, c'est des petits trucs pour l'instant, c'est des gadgets, enfin en tout cas des devices pas chers, petit PC pas cher, petite montre connectée pas chère, petite tablette pas chère. Les rois des trucs pas chers, pour l'instant, c'est les Chinois. Hein. Donc c'est quoi ? C'est eux qui vont mettre la main, entre guillemets, là-dessus, et qui vont décliner le RISC-V en veux-tu, en voilà, du percolateur à l'ordinateur, en passant par toutes sortes d'autres gadgets, ou est-ce que tout le monde va s'y mettre ? Alors, c'est un risque. C'est assez compliqué en fait, parce que les États-Unis imposent des sanctions assez importantes aux Chinois sur tout ce qui est fonderie, donc ils peuvent pas faire. Enfin, les Européens et les Américains peuvent pas exporter ce qu'ils veulent. Hein, les Américains s'en sont assurés même pour les Européens vers la Chine, parce que ils ont pas envie que les Chinois l'utilisent pour des fins militaires. Donc ils ont toujours envie d'être les premiers là-dessus, et la technologie aujourd'hui est suffisamment importante dans l'armée que pour que on impose des sanctions, en tout cas les Américains, vis-à-vis de certaines puissances, dont la Chine. Donc du jour au lendemain, ils se sont vus bloquer toute une série d'accès, aussi bien des accès au matos de Nvidia, et même l'achat de matériel américain est fortement limité. Et donc, il n'a pas fallu très longtemps. Hein. Je pense que toutes ces sanctions sont récentes, à cette année, pour la majorité. Et donc, les petits Chinois se sont dit, ok, on nous emmerde avec ARM, parce que c'est aussi contrôlé par des fonds finalement américains. Et on peut pas faire du x86, parce que Intel va jamais donner licence. RISC est là, c'est open source, on en fait ce qu'on veut. Et donc, tu as fort à parier que les Chinois développent RISC pour pouvoir arriver à quelque chose d'aussi puissant pour traiter tout et n'importe quoi, y compris l'intelligence artificielle, hein, parce que c'est un des points qui fait peur à nos amis américains, pour avoir donc le RISC qui gère tout ça de manière assez performante. Donc les enjeux stratégiques sont importants derrière le RISC, et c'est clair qu'il y a des milliards en jeu de la part des Chinois qui injectent dans cette économie pour avoir accès aussi à une certaine forme d'indépendance par rapport aux Européens et aux Américains. Ce qui, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais fondamentalement, c'est pas mal que certaines puissances aient une indépendance qui est une forme de protectionnisme. Oui, de protectionnisme et de stimulation, parce que s'il y en a un qui arrive
aller beaucoup plus vite et à graver en 1 nanomètre, et pas l'autre va se dire, pas mince, moi aussi je dois le faire. Et donc tu as un investissement là-dessus, comme à l'époque de la course à aller sur la Lune, hein, qui revient... Une compétition, pour quoi. le moment, quoi. Une compétition entre les différentes architectures. Et donc, si t'as pas de compétition, t'as assez peu d'évolution. Parce que x86 est resté stagnant assez longtemps jusqu'à ce que AMD arrive, et là, il y a eu tout le fracas qui s'en suit. Donc, faut être dans cette industrie-là, il faut être un peu challengé à un moment donné, quoi. Sinon, ça n'avance pas. Tout le temps. Si tu n'as pas de concurrent, ton marché, tu dois le faire tout seul, et c'est pas 2 fois plus difficile, c'est 5 à 10 fois plus difficile quand tu es tout seul. Et, donc, d'un point de vue utilisateur, tu te dis, c'est pas mal d'avoir de la concurrence, tu vas avoir différents types d'architecture, mais fondamentalement, si tu sais faire tourner ton software dessus, ou ta montre, tu t'en fous qu'elle tourne avec un processeur ARM, RISC ou x86. Ouais, je veux dire que Madame Pichemou, elle s'en fout complètement tant qu'elle donne l'heure et qu'elle fait les trucs dont elle a besoin. Et son téléphone, c'est pareil. Et son PC, bon, enfin, et tant qu'elle sait aller sur Internet, je pense que c'est pas impossible. Le problème là-dedans, c'est qu'on va vraiment créer plusieurs écosystèmes qui risquent d'être vraiment très éloignés les uns des autres, et qu'au final, le but, rechercher les Américains, qu'il soit valide ou pas, va être contre-productif, parce qu'il va pas falloir des dizaines d'années pour que la Chine réussisse à récupérer son retard technologique par rapport à nous. Il faudra peut-être 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, et on aura des choses qui seront assez performantes. Les Russes ont essayé, ils ont des processeurs qui sont dramatiques. On avait parlé une fois d'un processeur... ça peut servir pour une cafetière, mais à part ça, enfin, le truc est vraiment dégueulasse. On nous avait d'ailleurs accusé de russophobie à l'époque, mais bon, je passe. Ah oui, voilà. Mais après, voilà, il faut appeler un chat un chat. Les performances du truc sont dégueulasses, mais ils mettent pas les mêmes moyens. La Chine n'a pas les mêmes moyens que la Russie d'un point de vue technologique. Les enjeux sont très différents. Donc, ils vont le faire. Mais du coup, de dire on te coupe de ces accès pour pouvoir s'assurer que tu vas pas avoir une hégémonie, va nous dépasser d'un point de vue militaire. Les Chinois vont le faire, ils vont le dépasser, et puis quoi ? T'as quand même pas réussi à ton goal premier, donc finalement, à quoi ça sert ? Tu les retardes de 2-3 ans, mais après ils seront sur une techno que tu pourras de toute façon plus contrôler, et ils seront peut-être meilleurs que nous. Donc je trouve que c'est un pari qui est quand même vachement dangereux. C'est plus sûr de contrôler ton ennemi en lui donnant un petit peu à manger qu'en le laissant faire tout ce qu'il a envie, tu vois. Donc là, c'est très politique et très géopolitique, mais je suis... Oui, mais c'est quand c'est ton ennemi qui fabrique tes produits. Oui, ça c'est encore un autre problème. C'est vrai. Mais c'est déjà un problème. C'est pas déjà le relationnel que les États-Unis, par exemple, a avec le libre de manière générale. C'est pas déjà le fond du problème. C'est un problème. Et alors, on mettra aussi la source là-dessus. C'était une analyse de chez Reuters où effectivement, il y a une grande discussion dans l'administration Joe Biden en se disant. Oui, mais on l'avait pas vu celui-là, RISC. C'était un truc perdu dans un coin, mais on va l'interdire. Et puis les autres disent, on peut pas, c'est libre, ils font ce qu'ils veulent, il y a pas de licence. Ouais. Et donc mais qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, comment on va gérer ce problème? Ça échappe à tout le monde. Il y a pas. Et donc, mais en même temps, c'est la philosophie du libre, c'est je te le donne. Et tu en fais ce que tu veux. Donc, comme Linux, je te le donne, et si tu l'améliores, s'il te plaît, donne-moi les mises à jour, que je puisse aussi en profiter. Donc, on est plus dans quelque chose de confraternel, d'évolution d'égal à égal, qui n'est pas la situation aujourd'hui technologique. Les Américains ont une hégémonie, et pas le reste du monde. Donc, est-ce que le risque, c'est pas... Est-ce que le risque, c'est pas aussi qu'à terme, si les Chinois font ce que tu préconises, de eux fermer le domaine du risque, tu vois, de le bétonner à un point tel que finalement, ce n'est plus libre. Oui, ou que de toute façon, il y a qu'eux qui sachent produire ces processeurs, et que on soit couillonnés, et qu'ils soient bien meilleurs que nous. Fragmentation aidant, comme on en parlait là tantôt, ils soient sur une branche sur laquelle tu peux pas suivre parce que voilà, ils codent en chinois et nous pas, par exemple. On sait pas. On peut pas. Difficile à prédire, mais en tout cas ici, je trouve que géopolitiquement, on a pris un risque qui est quand même assez mal calculé, et qui risque d'être regretté dans quelques années.
Risque 5, cette technologie, on vous en parle régulièrement. Je pense qu'on a bien fait le tour du sujet avec ce que vous nous avez amené tous les deux. Si vous avez des questions, évidemment, de votre côté, n'hésitez pas à nous les poser. Si vous avez des remarques à formuler, n'hésitez pas également. Si ce type de sujet vous intéresse... Quoi Et on n'est pas russophobe. Si, on est devenu, on peut le dire. Enfin, non, je ne suis pas solidaire, je n'ai rien contre les Russes. Et pour la Chine, on dit comment ? On dit chinois aux femmes ? Chinophobe. Sinophobe. Enfin bref, j'imagine. Sinophile. Ah non, ça c'est les Chinois. Ouais, mais allez. Moi, j'ai une très bonne paella chez un Chinois hier. C'est vrai en plus. Ceci dit, il n'y avait pas grand monde. Enfin, c'était la journée des morts aussi en même temps, donc c'était un petit peu. Voilà, tout ça, ça ne nous fait pas avancer. Donc, si vous avez des remarques à formuler et si ce type de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire aussi. C'est intéressant pour nous de savoir. Là, on a pris le risque. On ne sait pas si on le prendra encore. On verra bien dans les semaines à venir. Je vous promets la semaine prochaine un duel. Je dis ça, je dis rien. Cloud ou pas Cloud. Là, on peut. Enfin, j'espère que c'est validé. Tu t'avances. Je m'avance un petit peu, je sais pas. C'est un nouveau chroniqueur, ça. Claude validé. C'est ça. Claude validé. Merci à tous les deux en tout cas pour cet épisode. C'était le 420e épisode déjà. Normalement, je dis bien normalement, mais j'en suis pas sûr du tout, il devrait y avoir un live mardi, le mardi qui vient là, c'est-à-dire j'ai oublié la date, le 9, si je trouve des gens disponibles, s'il y a des chroniques. Le 7 pardon. Le 9 c'est le prochain épisode. Donc si dans l'équipe des chroniqueurs sont disponibles mardi, je lance en même temps un appel, n'hésitez pas, on fera un live, on parlera encore peut-être de ça ou d'autres choses, que sais-je. Il y a plein de choses dans l'actualité technologique, vous le savez, et comme on est passionné à peu près partout, mais qu'on ne peut pas parler de tout, le live c'est l'occasion d'un petit peu s'étaler là-dessus. Merci à tous les deux et on se dit à très très bientôt. Ciao ciao, salut David, salut Sébastien, à plus, au revoir.